Donc ça part d'Evo, qui sont loin, donc ça prend toutes les parcelles. Le rapport au foncier du monde agricole n'a pas beaucoup changé sur les dernières années. Certains vont être dans des problématiques purement économiques, d'autres vont être dans des problématiques purement patrimoniales. La question de fond qui se pose, c'est l'évolution de ce rapport par rapport au foncier avec la baisse du nombre d'hectares de surface agricole et l'augmentation du prix qui pose un certain nombre de questions en termes de maîtrise de l'environnement pour le professionnel agricole. Le financement des banques, c'était le problème majeur pour mon installation. Je me suis installé sans apport, donc j'avais la mise aux normes à faire. Plus l'achat des terres, ça passait pas. On n'a pas de préférence d'entrée de jeu sur le financement ou non du foncier. Simplement, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le foncier, c'est quand même l'outil incontournable quand on veut exercer le métier d'agriculteur. Après, si on a une capacité financière qui montre qu'on a la possibilité de faire l'acquisition du foncier et que c'est le souhait de l'agriculteur, on l'accompagnera financièrement dans cette démarche. La chose à laquelle on fera particulièrement attention, c'est de toujours conserver dans un dossier une certaine marge de sécurité pour continuer à assurer la pérennité du système. L'acquisition du foncier, en général, n'est pas un blocage. Derrière un financement de foncier, il y a un actif, et cet actif, aujourd'hui, si on regarde toutes les analyses, ne se dévalorise pas sur le long terme. Par contre, derrière, entre rembourser un prêt lié au financement de foncier et louer du foncier, c'est une différence entre 3 et 5, entre le coût de location et la charge de remboursement de prêt. Et cette différence peut poser des problèmes sur la capacité de remboursement et sur les revenus qui peuvent être dégagés sur l'exploitation agricole. Au niveau du financement d'un jeune agriculteur qui aurait un dossier sans aucune acquisition foncière, le point garanti, ce n'est pas le point qu'on regardera en priorité. Ce qui nous intéressera d'abord de savoir, c'est si on a une certaine sécurité dans ses possibilités d'utilisation du foncier à long terme. Si quelqu'un vient nous voir avec une partie importante en bail précaire, là on aura plus de difficultés à suivre ce dossier-là. Par contre, si on est sur quelqu'un qui va se présenter avec un bail quasi global sur 18 ans, dans ce cas-là, ça ne nous posera pas de soucis particuliers. Mon dossier a été refusé. On m'a dit d'aller voir un apporteur de capitaux pour financer les terres. Puis j'ai appelé, puis c'est parti comme ça. Monsieur Demelin, je l'ai connu parce qu'il m'a téléphoné. Il est venu se présenter avec sa mère. J'ai vu qu'il était extrêmement motivé, que c'était pour lui une opportunité, puisque les terres qui ont été achetées donc, par notre investisseur jouxtaient celles de l'exploitation familiale de ses parents. La candidature de notre investisseur a été posée en partenariat avec M. Demelin. C'est notre investisseur qui a été retenu. Bon, c'était bien comme ça. Ici, pour m'installer, j'avais besoin de 110 000 € pour 34 hectares d'achat. L'apporteur a acheté les 32 hectares, j'en ai acheté 2 hectares. Il y avait un autre géant en concurrence sur les terres. Ça a quand même duré 2 ans. C'est jamais très simple d'ailleurs de faire notre rôle d'arbitre. Là, il y avait 2 installations possibles sur cette ferme-là. Mission accomplie, mais c'est du temps. Et si on n'avait pas eu les 2 ans du Conseil général de portage, je pense qu'on n'aurait pas réussi à faire cela. L'acquisition de foncier là, sur l'exploitation, ça représentait 40 hectares, donc ça représentait presque 150 000 € d'investissement. Moi j'en ai parlé assez vite avec la SAFER et avec les cédants que la meilleure solution pour moi c'était d'éviter d'acheter du foncier, donc de trouver des apports de capitaux. On a plusieurs propriétaires qui ont décidé de vendre. Le fait qu'on a arrêté, ils ont décidé de vendre leurs terres. Nous on voulait vendre l'envillagement, la maison et quelques hectares autour, de façon que le repreneur puisse disposer de terrain pour pouvoir construire des bâtiments ou autre. J'ai vendu environ 5 hectares et donc je rachète 14 hectares pour louer à l'exploitant. Quand j'ai fait la recherche de la ferme, j'ai plutôt cherché une exploitation qui correspondait à mes objectifs. Pour moi, éviter d'acheter du foncier, c'était un critère important dès le départ, mais ça on ne choisit pas, quoi. Moi j'ai toujours voulu m'installer. Mais je ne voulais pas reprendre quelque chose de trop onéreux au départ. Parce que s'installer avec une reprise trop importante, on a le couteau sous la gorge pendant 15 ans. Alors j'ai repris 66 hectares 88, avec aujourd'hui 300 000 litres de lait. Ma reprise m'a coûté 80 000 €.
J'ai pas acheté le foncier de l'exploitation parce que David, mon associé, cautionne déjà mes prêts de reprise. Donc ça ne faisait qu'augmenter la caution de David Simon. Mon projet d'installation, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et puis on avait appris dans l'année que ces terres-là allaient être libres. Pour le 1er février, j'avais 40 ans, donc il fallait que mon installation soit faite avant le 1er février. Ici, nous avons acheté le petit lot de 8 hectares 40. Ce lot nous a été offert par la propriétaire qui est âgée, qui ne voulait plus de ces terres-là. Nous nous sommes entendus très vite, en une 8aine de jours. Comme je me doutais que de toute façon, il y allait y avoir de la concurrence, je me suis retourné vers la SAFER, qui a fait son choix parmi les gens intéressés. Mais nous, ça permettait à un jeune agriculteur de pouvoir s'associer avec un de ses beaux-frères. J'ai repris 8 hectares de terre en location à M. Bourdet, 4 en labour et 4 en prairie naturelle. La SAFER m'a en quelque sorte obligé à louer là à monsieur voisin. On lui a demandé de changer de fermier, ce qui est assez mal vécu. Je dois le comprendre, hein, parce que la portée de capitaux doit être respectée, mais dans ce cas-là, c'était justifié. Et bon, tout ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas de problème avec ce jeune qu'on lui a imposé, quoi. La SAFER de Basse-Normandie, en tous les cas en ce qui me concerne, c'est un partenariat précieux. Donc on a déjà affaire à des techniciens de qualité qui sont capables de vous conseiller tant au niveau de la qualité du sol, qui enquêtent même éventuellement sur les fermiers installés, puisque tout est fait, je dirais, dans la plus grande transparence, hein. L'avantage, c'est que lorsque l'on achète du foncier et que l'on confère à un agriculteur un bail à long terme, on bénéficie d'avantages fiscaux relativement importants, tant au niveau de l'impôt sur la fortune qu'au niveau de droits de succession. Pour le jeune qui s'installe, ne pas acheter le foncier, ça peut être un inconvénient si c'est le foncier qui est proche du corps de ferme. Parce que c'est important de pouvoir acheter une partie du foncier autour du corps de ferme pour les projets d'avenir d'extension du corps de ferme, des bâtiments, des hangars de stockage ou des silos. Ensuite, quand c'est du terrain un petit peu plus loin, l'avoir juste en location, c'est l'idéal. Pour trouver l'apporteur de capitaux, on a fait appel à une agence. Ça nous a permis de trouver un apporteur de capitaux assez rapidement. L'inconvénient, c'est qu'elle prend 5-6% de la somme à investir en frais. J'ai dû payer 7 000 € de frais d'agence pour l'acquisition des terres par un apporteur de capitaux. Les inconvénients, c'est peut-être qu'en passant par la SAFER, la négociation n'est pas terminée au niveau des notaires, mais je m'aperçois si on additionne les frais de vente de la SAFER et du notaire, ça nous coûte peut-être un peu plus cher que d'avoir acheté directement au propriétaire. Tout seul. C'est possible aussi qu'il paye plus cher qu'avec une négociation SAFER. Une négociation, c'est un métier, hein. On ne s'invente pas négociateur de foncier ou d'immobilier comme ça. L'inconvénient, c'est qu'on ne s'est jamais préoccupé en agriculture de la rentabilité du capital. Or, quand un investisseur vient acheter des terres pour les louer, lui, il faut qu'il trouve sa rentabilité, donc forcément, le loyer est plus cher. Des fermages, je dirais, à peu près classiques, c'est 150 € de l'hectare, hein. Pour des terres ici qui sont achetées 10-11 000 € de l'hectare. Là-bas, les terres valent 5-6 000 € l'hectare, donc c'est des terres de moins bonne qualité, et mon loyer, il est de 220 € de l'hectare. Les inconvénients réels, les défauts de paiement de fermage, dans le monde agricole, on en connaît peu. Des retards dans les paiements de fermage, certes, ça nous est arrivé, mais c'est quelque chose qui est assez rare. L'inconvénient majeur, c'est l'impôt foncier, qu'on ne maîtrise pas du tout. Il arrive un moment où le seuil de rentabilité diminue énormément. La terre n'est pas rentable, c'est un placement à long terme, ça laisse pas grand-chose, mais ça prend un petit peu de valeur. Si j'avais placé depuis 30 ans l'argent dans le 440, j'aurais plus de bénéfices aujourd'hui. Il faut être un amoureux de la terre, nous sommes des terriens. Moi et mon épouse, nous sommes issus des gens de la terre. Dès que nous avons pu, nous avons investi dans la terre et dans l'immobilier. Il faut se voir, il faut montrer que l'on est intéressé, qu'on est passionné par son métier et qu'on est prêt à établir une vraie relation.
La symbiose entre un apporteur de capitaux et un fermier, ça ne peut marcher que si chacun se respecte.